Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller dans la continuité du jeu Discover, Terres Inconnues, dont j'avais fait la présentation récemment. Un double déballage, donc une boîte qui m'avait été offerte par mon ami Michel Collard, que je salue, ainsi que Fantasy Flight Game et Asmodée qui m'a envoyé une autre boîte. On a pu faire une comparaison. Vous retrouverez cette vidéo en haut à droite de cet écran. Voilà, il y a une petite bande blanche qui s'affiche. Dans celle-ci, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de mettre en place des variantes du jeu. J'avais envie d'améliorer les règles, j'avais envie d'y mettre un petit peu ma petite touche de magie elfe pour agrémenter, voire diminuer ou augmenter la difficulté du jeu. Quelques petites créations perso. Quoi qu'il en soit, on va regarder tout ça. Et quoi qu'il en soit aussi, vous avez un fichier de téléchargement qui fait 2 pages où je vous parle de ces règles, où je vous résume, car des fois c'est pas non plus évident d'expliquer ce qu'on écrit ou l'inverse. Donc là vous aurez ce fichier en téléchargement dans la description de cette vidéo, mais également dans les commentaires, parce qu'il y en a que des fois ils ne savent pas dérouler le contenu de la vidéo. Et donc je le mets dans le commentaire, ça sera épinglé tout en haut, vous cliquerez et vous téléchargerez le PDF qui vous permettra d'adapter ces variantes. Donc tout ça pourquoi? Tout ça pour vous amener à évoluer dans le jeu, à améliorer, vous prendrez ce que vous voulez, vous adapterez ce que vous voulez, vous modifierez ce que vous voulez. Moi, je vous donne la base. Il y a peut-être d'autres idées qui viendront. Quoi qu'il en soit, on se retrouve sur la table et on regarde tout ça. Allez, dans cette première variante, on va voir ce qui se passe lorsqu'un personnage meurt. Parce que quand un personnage meurt, le joueur va continuer à regarder la partie sans participer. Donc je trouve ça un petit peu idiot. Vous pouvez l'adapter en multijoueur, en mode coop, en mode solo, c'est comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez, le but étant toujours de s'amuser. Donc dans cette partie en multijoueur, on va dire que c'est du full coop à 3. On a décidé en début de partie qu'on va pouvoir renaître une fois, une seule fois, quel que soit le joueur. Pour cela, je prends ce petit marqueur que je mets sur le côté de la table, admettons, et ça va signifier que quel que soit le joueur qui meurt, pourra décider de prendre ce pion pour renaître. Après, on va voir comment ça se passe. Simplement, si ce pion est utilisé et qu'un autre personnage ou le même meurt, eh bien dans ce cas-là, c'est tout le monde qui a perdu. Donc on part du principe que c'est tout le monde gagne, tout le monde perd. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand un personnage, pour X raisons, admettons notre cher Fernando Toro, représenté ici par une figurine, va mourir pour X raisons. Donc, on va coucher son personnage, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Donc, il va pouvoir décider d'utiliser le pion pour renaître, par exemple, mais il y a des particularité, c'est-à-dire qu'il va renaître près du feu de camp de base, en l'occurrence représenté ici par ce petit feu de camp de mon partenaire Vincent Terre d'Exil, donc il va renaître à partir de ce feu, mais par contre il y a des conditions. Il va perdre tous ses équipements, objets, ressources, cartes projet, cartes support de combat. Alors petite précision pour les cartes support de combat, elles seront défaussées définitivement pour ce personnage. Voilà, le personnage qui meurt ne revient pas avec ses cartes soutien de combat pour les copains. Ça, c'est la particularité. Donc, il va renaître à l'endroit où je vous ai dit au niveau du feu. Il pourra éventuellement, alors ça, c'est vous qui voyez, soit retirer une ou deux cartes projet, soit effectivement prendre ses cartes projet. Alors celles-là seront défaussées, bien sûr, celles qu'il avait avant seront défaussées et remises sous la pile, mais il pourra éventuellement tirer une ou deux. Ou pas du tout, c'est-à-dire il va repartir à poil au niveau de ses équipements. Donc il va défausser tous ses pions, c'est-à-dire tout ce qu'il a accumulé en cours de partie là où il est mort. Alors je ne me rappelle plus où il est mort, on va dire qu'il est mort là. Donc il va poser tous ses pions et ses objets, ses cartes. Alors vous remarquerez qu'effectivement ça va encombrer le jeu. Donc, dans ce cas-là, on va remplacer ces pions-là, éventuellement, par un pion trouvaille qui représentera effectivement tous les objets qu'il a perdus quand il est mort.
Alors comme je le disais, il repart du feu de camp de base, il va récupérer son endurance de base, c'est-à-dire là on est à 3 joueurs, donc il va récupérer 8 points d'endurance. Ça on verra tout à l'heure la gestion des niveaux de difficulté par rapport au jeu. Et il pourra éventuellement aller récupérer de nouveau ces items, hein, donc ces objets pour se reconstituer une main. À savoir qu'il pourra utiliser également les cartes projets qui sont présentes en commun au niveau du jeu. Et éventuellement, comme je disais, il pourra tirer une ou deux cartes ou pas du tout, il repart à poil tout simplement. Donc il y a une autre possibilité au niveau du jeu, dans ce cas-là, c'est que si vous décidez admettons, de repartir sur un nouveau personnage, parce qu'on peut dans ce cas-là, au lieu d'utiliser ce personnage, prendre des personnages au hasard au niveau de votre jeu et repartir de base avec un nouveau perso, en sachant que comme vous avez utilisé le pion Joker V, plus personne pourra l'utiliser. Donc là, il va falloir gérer tout ça au niveau de vos décisions groupées, de savoir si on rajoute 1, 2 ou 3 pions Joker V. Vous voyez, c'est une façon un petit peu de revenir dans le jeu, mais tout en prenant effectivement le risque que le premier qui meurt va utiliser ce Joker. Et voilà, il faut bien gérer tout ça. Voilà pour la première variante au niveau de la mort d'un personnage. Allez, j'avais dans l'idée de faire de la gestion de difficulté au niveau de la partie, parce que des fois le jeu est assez punitif. Donc vous pourrez faire varier la difficulté avec les propositions suivantes. Donc dans un premier temps, on va avoir au niveau des points d'endurance. Vous pouvez décider en début de partie, par exemple, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, hein, parce qu'en solo c'est toujours 12, à 2 c'est 10, à 3 et plus, ou 4 et plus, je ne me rappelle plus, c'est 8. Là par exemple, vous décidez de jouer à 2, et vous dites, bon, au lieu de mettre la difficulté à 10 points d'endurance, là on va augmenter à 12. Par exemple, si vous êtes à 3 joueurs, ou 4, au lieu de par exemple dire tiens on va avoir 8 points d'endurance, on peut la mettre à 10. Voilà, vous pouvez gérer le niveau de difficulté de la partie dans un premier temps avec les points d'endurance. Mais maintenant on va voir au niveau des cartes projets. Pour les cartes projets, vous pourrez également décider de partir avec plus de cartes que stipule les règles officielles, ou éventuellement de partir avec que dalle. C'est-à-dire que les cartes projets viendront au cours du jeu en fonction des cartes nuit que vous allez tirer, parce que certaines cartes nuit vous offrent la possibilité au chef de tribu de tirer une carte projet. Donc voilà un petit peu au niveau de ces cartes que vous pourrez gérer la difficulté. Allez, une autre petite variante de difficulté au niveau du jeu. Donc moi j'ai la chance d'avoir 2 boîtes, donc j'ai pas mal de cartes bleues et rouges. Mais si vous avez qu'une boîte par exemple, vous pourrez, si vous le désirez, n'utiliser que les cartes bleues pour cette partie, n'utiliser que les cartes rouges qui augmentent la difficulté, ou un remix des deux. Par exemple, vous faites un mélange des rouges et des bleus. Voilà, vous faites en sorte d'être équilibré dans votre mélange. Et on pourra dire que le fait de savoir ce qu'on va tirer la nuit prochaine, par exemple, on dit tiens, cette nuit-là j'ai eu une carte bleue, par contre la nuit prochaine j'ai une carte rouge. Donc c'est un petit peu l'anticipation, la prévision, la météo, on a observé les ennemis se déplacer, etc. Donc on peut éventuellement anticiper sur les événements qui peuvent venir. Ça peut être aussi sympa de connaître un petit peu son environnement. Alors, en parlant d'environnement, oui, veillez bien à ce que les cartes correspondent, les cartes bleues et rouges correspondent à l'environnement dans lequel vous jouez. Parce que moi, par exemple, si je joue sur mon île, mais que, admettons, j'ai une autre extension qui me parle de neige, sur l'île, il n'y a pas de neige. Voilà, on est dans une île tropicale, donc il n'y a pas de neige. Donc voilà, bien relire les cartes au niveau des événements qui se produisent, et que ça soit quand même logiquement et en adéquation avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Moi j'ai une petite préférence pour ce mélange de rouge et de bleu, hein, ce qui permet d'anticiper sur les cartes nuit qui viennent. Voilà, si on sait qu'il y a une carte rouge qui arrive, on sait que ça va craindre un peu, donc on prend des dispositions. Voilà, ça peut être un petit peu sympa, et quand le deck est épuisé, on remélange et on repart sur une nouvelle pioche. Allez, autre petite variante due au combat. En tant qu'ancien rôliste, j'avais envie d'intégrer un petit peu cette
particularité qu'on a souvent dans les jeux de rôle, qui sont les réussites critiques ou les échecs critiques. Voilà, appelés plus communément fumble. Donc pour le G2D de réussite critique, par exemple là, mon survivant combat un crocodile. Donc comme vous le savez, on jette 2 dés, un pour le personnage, un pour le monstre, pour simuler des combats en simultané. Donc là, je fais une réussite critique sur un jet naturel, c'est-à-dire j'obtiens 12 sans modificateur ajouté avec une arme ou avec tout autre objet. Là, je fais un 12 naturel. Dans ce cas-là, je rajoute à mon combat un +1, c'est-à-dire que normalement, dans ce cas-là, je touche, je lui inflige un dégât. Le crocodile a 4 points de vie. Et bien là, au lieu de lui infliger un dégât, je lui en infligerai 2. Donc j'ai touché une partie sensible de notre crocodile. Mais je peux également ajouter le bonus d'armes avec lequel j'ai combattu ce monstre. Ce qui veut dire que, par exemple, sur un monstre ayant 2 points de vie ou 3, on pourra éventuellement le tuer d'un coup. Et moi, je trouve ça sympathique, parce que bien souvent, là, comme on peut le voir sur ce G, il fait 1, le monstre. Donc, à la fin d'un combat, il s'échappe, hein, selon la rose des vents, hein, selon les règles officielles, hein, que vous trouverez sur pas mal de chaînes YouTube. Donc il s'échappe vers le haut. Donc là, on considère qu'il est sur la même case. Donc il s'échapperait ici. Voilà. Et bien là, non, il meurt d'un coup. Par contre, cette réussite critique s'applique aussi, bien sûr, si vous le désirez, hein, ça c'est vous qui voyez, au niveau du monstre. Donc admettons que le monstre fasse un 12, eh ben dans ce cas-là, il peut vous infliger une touche supplémentaire en fonction des monstres. Je ne les connais pas tous dans le jeu, mais il se peut qu'ils aient des bonus aussi de leur côté. Par contre, à l'inverse, par exemple, si moi je fais un échec critique et lui aussi, donc lui n'aura pas, le monstre n'aura pas forcément comment dirais-je, de particularité, hein, il ne va pas perdre quoi que ce soit, hein, ça c'est un échec, hein, tout simplement normal. Donc par contre, nous sur un naturel sur le D12, notre personnage ne va pas subir de dégâts, mais il perdra une ressource de son choix, c'est-à-dire il pourra défausser une eau, un bois, une pierre, pour symboliser la violence des combats. Donc voilà, il a perdu un truc au passage. Par contre, s'il n'a pas de ressources de type bois, il peut perdre dans ce cas-là soit une nourriture, soit il pourra perdre éventuellement, s'il n'a pas de nourriture, un objet, et s'il n'a rien de tout ça, ben, il pourra briser son arme, c'est-à-dire qu'il va casser son arme et il pourra la défausser. Voilà. Et puis en dernier recours, s'il ne peut rien perdre, il n'a pas d'objet, de nourriture, de ressources quelles que soit, ben là par contre il se prendra un dégât physique. Donc c'est une des façons aussi de symboliser l'échec critique sur un des 12. Par contre, le monstre, lui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ne va pas subir de dégâts supplémentaires, ne va pas perdre d'objets ou peu importe. Il ne s'échappera pas, c'est-à-dire que d'habitude il s'échappe, hein, là il va s'échapper en fonction de la rose des vents, mais il va rester sur place et continuer le combat. Alors j'avais envie aussi d'aller plus loin, pourquoi pas, après tout, hein, je vous mets à disposition des tas de variantes que j'ai inventées, et puis bon, après vous les adaptez ou pas. Hein. C'est surtout au niveau des déplacements, au niveau des monstres par exemple. Alors dans une forme de logique personnelle, je me suis dit un monstre qui est révélé, on tire une carte qui stipule que avancer le monstre de 2 cases vers le survivant le plus proche. Bon, là en l'occurrence c'est un crocodile, on a des montagnes. Si on regarde bien au niveau des montagnes, il y a 3 points d'endurance à dépenser. Pourquoi pas dire que voilà, ça lui prend tout son mouvement pour aller sur la montagne, parce qu'un crocodile qui traverse la montagne, ça risque d'être assez rigolo à voir. Bon voilà, c'était une forme de logique par exemple. Et par contre, pour un monstre qui n'est pas révélé, en l'occurrence celui-là, dans ce cas-là, il applique la règle, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc il va s'avancer vers le survivant le plus proche de 2 cases, 1,
2. Et on ne comptera pas à ce moment-là les points stipulés sur la référence, le feuillet de référence de l'environnement dans lequel on évolue. Voilà, alors ça c'est optionnel, hein, c'est vraiment si vous avez envie un petit peu d'être un petit peu réaliste. Après, bon, c'est sûr que vous avez un chamois dans les montagnes, voilà, il glisse lui, hein, il surfe, hein, donc c'est pas un problème pour lui d'aller vite. Mais ça, comme je vous dis, c'est optionnel, c'est vous qui voyez. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de mes pims, surtout. Comme vous pouvez le voir, j'ai des éléments 3D, des figurines. Donc tout ça prend de la place sur une case, hein, donc c'est pas des pions. Donc forcément, à un moment donné, ça risque de coincer un petit peu. Donc j'ai trouvé une petite astuce. Si vous utilisez ce type de matos en 3D, figurines et feu, donc là je sortirai des tutos là-dessus pour faire des feux éteints par exemple. Eh ben, quand un joueur ou des joueurs se positionnent sur un feu de camp, vu le manque de place, ils iront se positionner sur leur carte. Ça voudra dire qu'ils sont dans le feu de camp. Par exemple, là, c'est à mon tour de jouer, je décide de rallier le feu de camp, hop, je viendrai là. Voilà, tout simplement. Et lui, pareil. Hein. Après, ce qu'il faudra faire, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que si on nous demande de bouger les monstres qui vont venir vers le feu de camp, donc vers le survivant le plus proche, dans ce cas-là, soit vous départagez les pions en fonction des persos s'ils sont dessus, soit vous le mettez sur un perso et là on considère qu'ils sont sur la même case. C'est une des solutions que j'ai trouvé pour agrémenter le jeu, parce que c'est vrai qu'avec du PIM 3D, des feux éteints, des feux allumés et autre chose que j'ai dans la tête, forcément à un moment donné les cases se retrouvent surchargées. Donc c'est une des façons pour représenter l'occupation de la case en mettant nos figurines sur leur carte et les monstres sur la carte sur laquelle ils se dirigent. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de variante de règles. Donc j'espère avoir été clair. Enfin, c'est pas évident à expliquer ce qu'on écrit. Donc quoi qu'il en soit, comme je vous disais en début de vidéo, vous téléchargerez le fichier, vous l'imprimez, puis vous l'adaptez, vous le modifiez, vous faites ce que vous voulez, il est pour vous, c'est gratos. Voilà, en espérant que tout ça vous plaira. Alors pour les youtubeurs qui me suivent et qui font des vidéos sur ce jeu, je pense notamment à Mathieu, je pense notamment à Friedrich, Von Moriarty, éventuellement d'autres. Si vous voulez tester, vous me faites un retour dans la description de cette vidéo. Vous me dire, tiens, ça serait bien d'améliorer ça, ça, ou ça c'est super, etc. Ça permet de faire une bêta test et puis d'améliorer comme vous voulez. Voilà, si vous pouvez faire une partie, alors filmer ou non, c'est comme vous voulez, mais vous testez ces règles et vous me dites, bon ben voilà, niveau de difficulté, les variantes, etc., etc. Et puis ça peut vous donner des idées aussi. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur ma page Facebook. C'est vrai que j'en fais rarement la pub, entre parenthèses, mais il se passe des choses des fois. Je mets des trucs inédits, je mets des travaux en cours, des infos. Puis il y a aussi mon site internet des figurines et des jeux où vous retrouverez l'intégralité de toutes les vidéos de ma chaîne, mais cette fois-ci classées d'une façon... on va dire plus, meilleur, mieux, bien. Voilà, donc ça permet d'aller jeter un coup d'œil dans les différentes rubriques qui s'appellent mes vidéos. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai quelques jeux à vous présenter venant de FFJ, Asmodée et Age en partenariat, donc notamment une Earth et un autre qui s'appelle Crypto quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des nouveautés. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.